Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci de nous écouter, merci de nous suivre. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, on le rappelle à chaque épisode parce qu'on veut vraiment grandir cette petite communauté-là. Vous pouvez évidemment nous suivre sur tous les réseaux sociaux et évidemment sur toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos balados préférés, que ce soit Apple Podcast ou Spotify ou n'importe quel autre. On est littéralement partout. Salim, ça va bien? Écoute, ça va bien. Et toi? Le mois de mai est un petit peu fatigant, je dois t'avouer. Là. Il y a beaucoup de choses à faire, etc. Là, mais ça va. C'est l'été qui s'approche, donc ceux qui voyagent comme Salim, ben, ils doivent tout préparer, ils doivent tout finaliser avant. Je te garantis, c'est pas une question de voyage. Là, c'est une question que le mois de mai, c'est vraiment toujours un mois très... Moi, j'ai toujours dit que les mois de mai et de novembre, c'était souvent les plus occupés parce que souvent, il y a des échéances. Là, genre les échéances au Québec, généralement, c'est toujours aux alentours du 24 juin avec la fête nationale. Puis, à l'automne, c'est souvent avec... le début des fêtes et des parties de Noël, etc. Là. Non, c'est ça. Puis, c'est comme si l'année est divisée en deux. Donc, tu sais, évidemment, en novembre, tu dis parce que l'année termine, donc on veut vraiment achever tout ce qui reste. Et avant l'été, tu sais, pour tout le monde, c'est comme l'année termine. Tu sais, on oublie ça, puis on part en vacances ou on prend une petite pause, on relaxe un petit peu avant de recommencer le mois de septembre. Avant de commencer, juste dire un grand merci à tous les gens qui ont écouté le dernier épisode avec Valérie Baudouin. Un excellent épisode. Pour la première fois, on est rentré vraiment en détail dans la politique américaine, puis je pense qu'on avait la meilleure invitée pour ça. Oui, effectivement, on a eu une superbe invitée. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en me rendant ici, je l'écoutais à la radio, puis j'étais comme, on est bien chanceux de l'avoir eu sur le podcast. C'est bien. Alors, merci à elle encore une fois. Puis je pense en plus que mais c'est drôle parce que c'est un peu d'actualité. Parce que, tu sais, on a appris tout récemment que l'ancien président Trump avait été finalement condamné, reconnu coupable des 34 chefs d'accusation qui étaient contre lui là, dans l'affaire Stormy Daniels. Ouais. Puis, tu sais, c'était bien intéressant parce que, tu sais, je ne rentrerai pas dans les détails, hein, ça ne va pas être le sujet de notre journée aujourd'hui, là, mais, tu sais, avec Valérie, la semaine dernière, on était en train de parler un peu comment la radicalisation s'est poursuivie dans les 4 dernières années depuis que Trump a perdu le pouvoir et sorti de la Maison-Blanche. Et comment ceux qui étaient pour Trump au début, c'était des gens qui étaient pour la liberté, pour la business, pour moins de taxes, pour des choses comme ça. Puis comment aujourd'hui, ils sont devenus comme, ils veulent le tuer, ils sont rendus complotistes, là, ils veulent l'envoyer en prison parce qu'ils veulent pas qu'il devienne président des États-Unis de nouveau, etc. Puis j'ai comme l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Là. Tantôt, tu m'apprenais qu'en quelques heures, il était arrivé à récolter 39 millions de dollars. Donc finalement, quelque part, c'est en train de booster sa campagne et plus que c'est en train de le ralentir. Là. Moi, je suis pas trop convaincu que ça va lui faire du mal. Les gens, c'est pas parce qu'il y a une décision d'une cour que les gens vont dire c'est fini, le gars, c'est un criminel, il va rentrer en prison, peut-être, on ne sait pas encore, là, parce que sûrement ils vont aller en appel. Mais c'est ça, les gens sont fanatiques de Trump, puis on le voit même aussi ici au Canada, parce qu'on a reçu pas mal de commentaires sur l'épisode, sur le dernier épisode. Alors, habituellement, les commentaires qu'on reçoit sont plutôt positifs, y compris des personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce qu'on dit. Là, on a reçu quelques commentaires, disons, de personnes qui pensent qu'on fait partie probablement de ce complot anti-Trump. Non, mais puis, regarde, c'est normal. Hein, si vous voulez, envoyer vos commentaires. Nous, ça ne nous dérange pas vraiment. Là, si les épisodes qu'on met vous donnent envie de vous engager, allez-y. Là, vous êtes libre à faire ce que vous voulez. Le but, c'est ça exactement. Mais je l'ai trouvé quand même spécial, parce que c'est sûr qu'on reçoit des commentaires pour chacun des épisodes qu'on publie. Mais cette fois-ci, à cause que c'était spécifique aux États-Unis, moi, je pensais pas qu'on allait recevoir tellement de pro-Trump, de commentaires pro-Trump ici au Canada. De toute façon, Valérie nous avait avisé aussi, il y a pas mal de pro-Trump ici au Canada. On les voit, ils existent. Ils suivent l'actualité aux États-Unis. Regarde, ça va être intéressant à partir de maintenant parce qu'il peut toujours demeurer candidat à la présidence des États-Unis. Donc, ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer d'ici le mois de novembre et de voir, comme on a discuté aussi dans l'épisode, comment la politique au Canada
va se placer, s'adapter en conséquence. Alors, effectivement. Mais en tout cas, merci encore à Valérie Baudouin. C'était bien intéressant comme épisode la semaine dernière avec elle. Cette semaine, George, on est en duo. Ce n'est que la deuxième fois en 2024 qu'on fait un duo. C'est quand même spécial avec le retour là, de voir à quel point il y a eu tellement d'intérêt d'avoir tous ces invités de marque qui sont passés chez moi, là, qui ont voulu être sur le podcast. Donc évidemment, on les remercie tous et chacun. Mais oui, effectivement, ça nous a pas permis trop de temps pour faire des épisodes comme ça comme on les faisait avant. Ça nous manquait un petit peu. Alors, Moi, ça m'a manqué, ouais. On va en profiter un petit peu aujourd'hui, mais aujourd'hui, je le disais tantôt me concernant, mais c'est le cas de tout le monde. Hein, le mois de mai est souvent un mois très chargé. Ouais. Puis disons que d'autres invités vont se joindre à nous prochainement, mais c'est sûr que là, cette semaine, disons qu'il y avait quelques conflits d'agenda, disons. Non, mais c'est parfait. Tu sais, nous, et puis on l'a dit depuis le tout début, les invités, c'est comme un extra pour nous parce que initialement, c'était juste ça. C'était une conversation entre nous deux, de discuter un peu de ce qui se passe dans la politique. Et évidemment, c'était depuis le mois de janvier, c'est beaucoup plus qu'un extra. C'était devenu un peu... une habitude. Exact. Mais on est très choyés puis on est très reconnaissants. Je veux, pour cet épisode-là, on a discuté de peut-être retourner en arrière la semaine passée, un week-end quand même unique. Je me rappelle pas trop de week-end où il y avait plus que 2-3 formations politiques qui avaient des conseils généraux. Ben là, il y en avait 3. Exact. Et en plus, je peux même dire qu'il y avait autre chose cette fin de semaine-là qui était quand même important. Il a fait magnifiquement beau. Fait que là, tu comprends que c'était aussi un défi pour les équipes de communication de ces 3 partis-là, parce qu'ils doivent, évidemment, un conseil général, un congrès, le but, c'est d'attirer l'attention aussi du public, des médias, etc. Mais là, tu comprends que si tout le monde était en train de faire des barbecues à l'extérieur ou de se trouver des jeux d'eau ou dans des piscines ou des choses comme ça, eh ben, disons que les équipes de communication ont dû travailler très, très fort. Exact. Le focus n'était pas vraiment concentré sur ce qui se passait avec ces partis-là puis leurs conseils généraux. Non, mais en même temps, c'est sûr que les observateurs ont dû trouver ça très, 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 très intéressant parce que dans chacun de ces partis-là, qui sont quand même des partis importants à l'Assemblée nationale, dont la Coalition Avenir Québec qui est au pouvoir, etc., ben, forcément, là, la manière dont un parti politique agit dans un congrès, dans un conseil général, ça reflète beaucoup l'état d'esprit des gens et des politiciens de ces partis-là. Alors, si on commence par exemple avec la Coalition Avenir Québec, ben, qu'on le veuille ou non, c'était la première fois, sauf erreur de ma part, mais je suis pas mal sûr, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient en congrès ou en conseil général depuis qu'ils ne sont plus premiers dans les sondages. Ouais. Là, il y a forcément une petite stratégie là-dedans, là, parce que tu veux être sûr que ces communications-là ne vont pas un peu dans tous les sens. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des bons messages, puis quels sont les militants qu'on veut mettre de l'avant. Puis là, on a appris que, attention, il y en a certains à qui on a demandé de surtout rien dire aux médias. Exact. Ils ont reçu un petit message leur disant, oui, évitez de parler aux médias. S'il y a des médias qui vous accrochent ou qui vous approchent, envoyez-leur au, je ne sais pas trop qui, là, il y avait un responsable. Ouais. Mais et là d'ailleurs, c'est souvent typique des partis qui sont au pouvoir, ce qui est un peu normal parce que il y a tellement à faire, il y a tellement à se concentrer sur des choses importantes que lorsque viennent des affaires un peu en side show, là, ça vient perturber la communication. D'ailleurs, tu te souviendras par exemple que avec les sondages qui n'étaient pas nécessairement très bons, avec la perte d'un comté qui est celui de Jean Talon aux mains du PQ, etc. À un moment donné, la CAQ avait aussi envoyé une espèce de mot d'ordre à l'interne au niveau des députés, des ministres, peut-être même du staff, etc., de leur dire, écoute, on évite tout ce qui peut être un sideshow ou devenir un sideshow. On reste concentré sur nos messages, ce qu'on est en train de faire, etc. Et c'est un peu, écoute, ça se poursuit encore aujourd'hui. Ils essayent de récupérer les rênes de la communication et pour cette raison, ben, ils essayent d'éviter ça. Puis c'est probablement la raison pour laquelle ils ont demandé ça à leur
leurs militants. En même temps, je vais te dire, moi, je suis souvent pas très favorable à ce genre de pratique-là parce que d'abord, un militant, tu pourras jamais le contrôler exactement. La preuve, c'est qu'il y en a certains qui ont parlé de ce mot d'ordre-là puis qui sont allés... en fait, ils auraient probablement pas parlé aux journalistes, mais parce qu'on leur a dit parlez pas aux journalistes, là, ça devait... Ben oui, là, ils l'ont fait. Fait que, c'est le genre de rookie mistake là, que tu dois éviter là, quand tu essayes de contrôler le message. Mais tu penses pas que c'est quand même indicatif d'une certaine réalité au parti? Est-ce qu'ils ont peur qu'à cause de toute cette chute dans les sondages, qu'il y aurait des militants qui sont frustrés ou, on entend souvent maintenant... qu'il y a beaucoup de militants de la CAQ qui songent à retourner au PQ ou de retourner aux libéraux. Parce que on le rappelle, la Coalition Avenir Québec, c'est une coalition. Ils ont allé chercher des appuis de tous les bords. Donc peut-être qu'il y a une réalité là-bas qu'eux autres, ils connaissent, ils voient, ils entendent, ils écoutent leurs militants aussi. Il y a une frustration peut-être. Puis en essayant de contrôler un peu les messages et envoyer ce message-là, je suis d'accord avec toi, c'est une erreur. Parce que justement, en envoyant ça, tu incites les gens à dire « Ah, check ce qu'ils m'ont envoyé ». Oui, non, absolument. Absolument. Mais écoute, à ta question, oui, c'est sûr que c'est en lien avec ça, c'est absolument certain. Mais écoute, c'est pour ça que je te disais d'entrée que la manière dont se passe un congrès, ça reflète un peu l'état d'esprit. Bon, tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu de fatigue. C'est la fin de la session, c'est pour les ministres, pour les députés, ils en ont beaucoup, ils en ont quand même 89. C'est beaucoup. Ils doivent gérer ça. C'est normal qu'ils essayent de gérer ça. Est-ce que c'est la meilleure façon de le gérer? Je ne suis pas certain, mais voilà. Mais ensuite, chaque parti a sa réalité. Là, puis là, la réalité de la CAQ, c'est que ils sont super majoritaires. Extraordinaire élection, mais depuis l'élection, on voit qu'il y a une baisse. Oui, la baisse s'était arrêtée un petit peu à un certain moment donné, mais c'est normal, je veux dire, à un moment donné, il y a ça. Puis, quand tu as 89 députés, puis que la projection des sondages te laisse croire que s'il devait y avoir des élections demain matin, je n'y crois pas nécessairement, mais je te dis, commencer à interpréter que demain matin, après les projections, ce serait 11 comtés, là, de passer de 89 à 11. C'est un drame. En fait, c'est une chute encore plus drastique encore que celle du PQ à l'époque ou du PLQ par la suite. Exact. L'autre chose, puisqu'on parle de la CAQ, on comprend, on va retourner évidemment à Québec solidaire et au Parti libéral du Québec. Eux autres, il y avait vraiment de la job à faire. Là, ils ont invité leurs militants pour un travail qui était nécessaire quand même. La CAQ, j'ai pas trop compris ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti. La seule chose que moi, j'ai vue dans les médias, il y avait évidemment M. Legault qui a sonné encore l'alarme sur toute la question de l'immigration temporaire, donc un petit coup au fédéral. Son discours. Dans son discours, exactement. Et par la suite, ils ont parlé d'une possible commission parlementaire transpartisane sur les impacts des écrans puis des réseaux sociaux sur le développement des enfants, des jeunes. Mais sais-tu... alors, bon, sur l'immigration, je pense que c'est quand même assez clair, là. Depuis longtemps, l'immigration est souvent utilisée par la Coalition Avenir Québec pour un peu faire peur. Là, c'est la vérité. Je te dis pas que l'immigration, il n'y a pas un enjeu dans comment il faut gérer l'arrivée, la francisation, etc. Tout ça, on est d'accord. Là. Est-ce qu'il y a un seul Québécois qui est contre ça? Là? Tout le monde est pour ça. Mais c'est sûr que là, ça va pas bien avec l'immigration. Donc, ça vient fouetter un peu les troupes au niveau de la Coalition Avenir Québec. Ça essaye d'éviter aussi le passage de militants de la Coalition Avenir Québec à retourner vers le PQ, des choses comme ça. On essaye de... C'est pour ça aussi que sur les questions de laïcité, ils ont déjà commencé à penser à l'après. Là, ils sont rendus à demander des conseils à la France sur comment faire la laïcité. C'est comme si on avait vraiment besoin des Français pour comprendre et avoir notre propre modèle de laïcité. Là, on le comprend, là. Ça, c'est un peu un épouvantail, là. L'immigration, tu peux être sûr qu'on va encore en entendre parler dans cette deuxième partie de mandat. Puis on en entendra parler en 2026 quand il va y avoir des élections. C'est comme ça. C'est la CAQ, c'est son ADN. Va faire son pain et son beurre sur l'immigration. Mais c'est pas juste la CAQ, c'est aussi Québec solidaire, mais on va y revenir. Oui, le PQ aussi, on va se le dire. Mais bon, ça, regarde, c'est une chose, là. Maintenant,
maintenant, au-delà de l'immigration, c'est sûr qu'ils parlent du fédéral. De toute façon, si c'est pas l'immigration, c'est les anglophones. Si c'est pas les anglophones, c'est le fédéral. Puis si tu peux faire un mix de tout ça pour dire que c'est la louisianisation du Québec, puis qu'on va arrêter de parler français. Puis tu sais, toi et moi qui sommes issus de l'immigration, moi de première génération, toi de deuxième génération, nos enfants parlent français parfaitement et parlent français à la maison, puis étudient en français, puis tout. Tu sais, je veux dire, faut arrêter de faire peur aux gens, mais je pense qu'il y a mieux pour la Coalition Avenir Québec de discuter. Ils ont des projets, ils ont des affaires sur la santé, il y a des enjeux en transport qui sont importants, etc., qui sont quand même plus payants, à mon avis, politiquement, là, que sur l'immigration. Je ne sais pas s'ils sont plus payants, mais en tout cas, à mon sens, c'est plus important de se pencher là-dessus. L'autre affaire, c'est que la CAQ, moi, je ne la reconnais pas sur certaines affaires. Là, par exemple, quand il me parle ça va à l'âge de 16 ans, c'est là que tu pourrais avoir le droit de t'inscrire à des réseaux sociaux. Alors, don't get me wrong. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que moi, mes enfants là, qui ont en bas de 7 ans, là, que c'est normal qu'ils devraient être sur les réseaux sociaux, puis ou dans 3 ans, ils devraient l'être, ou des affaires de... Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que le gouvernement fout dans cette histoire-là? Ouais. Quel est le rapport? Je veux dire, à un moment donné, c'est une question de parents, comment ils gèrent leurs enfants. Ouais. La responsabilité des parents, oui, il existe encore une responsabilité parentale, mais on ne va pas commencer à enlever les responsabilités des parents pour les donner au gouvernement. Puis après ça, on va se dire, mais tu sais, on a un gouvernement favorable aux libertés. Et tout. Mon œil n'était pas favorable aux libertés, quoi que ce soit. En passant, je vais juste te rappeler un truc. C'est pas moi le premier qui le dit, mais ça a été dit dans plusieurs télé et radios et articles de journaux. C'est parce que au Québec, un enfant de 14 ans peut commencer la transition vers un autre genre à 14. Puis à 14, sans l'accord de ses parents. Ouais. Puis donc, il est assez mature pour ça. Mais à 14, il ne serait pas assez mature pour s'ouvrir un compte Facebook. Ouais. Tu sais, c'est un peu paradoxal, ces affaires-là, je trouve. Ouais, Puis je ne veux pas donner l'impression que je suis contre l'un ou l'autre. Je suis juste en train de dire, elle est où la logique sur... Et en passant, tu ne peux pas conduire avant 16, puis tu ne peux pas voter avant 18. OK, à quel moment, finalement, tu es assez mature pour prendre des vraies décisions? Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Je comprends l'approche. Je comprends un peu ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas si on a assez d'études ou de statistiques qui démontrent que à cet âge-là, si les enfants ou les jeunes sont exposés aux réseaux sociaux, ça affecte un peu leur développement. Je ne sais pas. Je ne suis pas expert. Peut-être qu'il y en a des études qui ont été faites. C'est sûr qu'il y en a, c'est sûr. Mais... Comme tu as dit, de là à aller rentrer dans les affaires familiales là, de chacun là, pour dire, vous, à quel âge est votre enfant? Bon, il n'y a pas droit. Je comprends vraiment pas celle-là, de un. De deux, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Même s'ils disent, bon, oui, on va de l'avant avec cette politique-là, comment tu gères ça? Comment tu le fais? Ils n'ont pas été capables de gérer une SAQ avec des permis de conduire. Les gens attendaient, je ne sais pas combien de temps, la SAQ, un désastre complet en termes d'organisation à cause que, c'est un logiciel là, qui ont voulu introduire. Donc là, tu vas me dire que dans tous les ménages québécois, tu vas t'assurer que les enfants en bas de, je pense que c'est 16 ans, je pense, non, qui veulent faire, en bas de 16 ans n'ont pas droit de... Comment tu vas faire? Comment tu vas pouvoir réglementer une affaire de même? Moi, c'est impossible. Donc, je vois là juste une stratégie politique, idéologique, et même là, je comprends pas où tu t'en vas. Je vais t'expliquer un petit peu ce que moi j'ai compris. Je te dis pas que j'ai la vérité, mais voilà ce que moi j'ai l'impression que c'est un sujet qui a été porté par Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois sur la question des écrans. Je suis pas plus d'accord, mais il reste que c'est eux autres qui sont arrivés avec ça en premier. Puis j'ai comme l'impression que là, la CAQ, qui est le parti au pouvoir, essaye de leur couper l'herbe un peu sous le pied sur ce sujet-là, je crois. Quoique le PM a dit qu'il voulait quelque chose de transpartisan. Alors peut-être, je ne veux pas leur attribuer des mauvaises intentions, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a une volonté un peu d'occuper cet espace-là.
Visiblement, il y a de l'intérêt pour cet espace-là. On va voir. Mais tu sais, George, on va se le dire, là. On n'est même pas arrivé encore à contrôler l'accès à des sites Internet de pornographie. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, je ne sais plus, il y avait une sénatrice là qui est passée à toutes les... excuse-moi, j'ai oublié son nom, c'est Streamyville des chaînes, je crois, mais enfin bref, je ne veux pas dire de bêtises, là, mais il y avait une sénatrice qui est allée à toutes les radios, toutes les télés pour dire, vous savez, pour aller sur un site X, ouais. Il suffit juste de dire... De confirmer que tu as 18 ans. T'sais? Fait que, excuse, on n'arrive pas avec quelque chose qui, à mon sens, est infiniment plus important à contrôler que Facebook ou Twitter ou Instagram ou qu'importe que ça. Alors, et puis, moi, là, il faut arrêter de responsabiliser le gouvernement pour tout et pour rien. Là, à un moment donné, on dirait qu'on est accroché au gouvernement sur rien. Puis là, je veux pas avoir un espèce de discours de droite libertarienne. Je suis même pas là. C'est juste un discours de gros bon sens. Qu'est-ce que le gouvernement a à faire là-dedans? Je pense que les parents ont un rôle à jouer. Est-ce que le gouvernement peut mettre en place certaines balises très générales? Mais encore là, pourquoi? Non, mais quand je dis des balises très... Non, je dis des balises très générales qui aident, qui viennent accompagner les parents là-dedans. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, les parents aussi ont certaines limites. Donc, si tout est accessible à tout le monde, à un moment donné, tu sais, les parents ne peuvent pas non plus se battre contre des géants du web, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la limite, encadrer un petit peu, je veux bien. Mais prendre la responsabilité de dire « Ah, nous, on va bannir ci, on va bannir ça, on va faire ci, on va faire ça. » Puis en plus, comme ce que je t'ai dit, tu envoies des messages contradictoires. À 14, tu peux faire ci. À 16, tu peux faire ça. À 18, tu peux faire ça. Mais attention, pour les réseaux sociaux, tu peux pas faire là. Ça marche pas, là. Tu sais, à un moment donné, il n'y a plus personne qui arrive à suivre. Quel est l'âge de la, entre guillemets, de la raison qui te permet... Déjà, commençons à le déterminer. Puis fixons-le pour pas mal tout. Tu sais, on va commencer là. Puis après ça... on pourra voir aussi qu'est-ce que le gouvernement devrait véritablement contrôler de ce qu'il devrait laisser les parents contrôler. Exact. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, à suivre, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui se passera avec cette commission-là. Elle n'a pas encore été appelée, elle n'a pas encore été créée. Oh non, donc, je pense qu'on n'est même pas proche encore de l'être. Peut-être qu'ils vont déposer, je ne sais pas moi, quelque chose, mettre en place quelque chose à l'automne, là, peut-être. Mais là, pour le moment, c'est juste M. Legault qui réagissait à une comment dire... une pression un peu du Parti québécois. Non, pression du Parti québécois, mais surtout, ce que je veux dire, ça vient des jeunes de la coalition Avenir Québec. Ils appellent ça la commission de la relève. C'est une résolution. Mais c'était la résolution phare de leur congrès. C'est quand même fou. Hein? Tu es un parti au pouvoir. Tu as des choses comme la santé avec... tu vas me dire, ils en ont fait déjà des discussions à ce sujet. Les transports, le logement, le ceci, le cela. Enfin, bref, il y a tellement de choses. Puis c'est bizarre quand même que les médias aient retenu que ça. Et je pense pas que ce soit la faute des médias. Je pense que c'est parce que c'est ce qu'ils avaient de plus consistant dans leur congrès. Pour un parti au pouvoir, c'est quand même un peu particulier, disons. Ouais, exact. Je suis d'accord avec toi. Passons à Québec solidaire, parce qu'eux aussi avaient leur... mais c'est pas un conseil général, ils l'appellent un conseil national, je pense, ou je sais pas comment ils l'appellent. En tout cas, une rencontre quand même beaucoup plus importante pour ce parti-là. On n'a pas eu le temps de discuter. On pensait toujours avoir des épisodes, moi et toi, les dernières semaines pour discuter, évidemment, de cette petite crise chez Québec solidaire, mais il y avait toujours des invités. Grande crise. Exactement. Donc, on s'attendait tous à cette rencontre-là, mais juste pour les gens qui peut-être l'auront manqué, un petit recul, juste pour dire que, bon, il y a eu une course au co-porte-parole, whatever. Il y a eu Émilie Lessard-Terrien qui a gagné cette course-là. Tout va bien, parfait. Puis là, elle part
part au gaz. Elle dit, OK, on va faire ci, on va faire ça. Il y a une tournée dans les régions, partout au Québec. Puis, il paraît que, bon, il y a eu un peu de conflit. Elle voulait certaines choses. Elle voulait des ressources. Ouais, elle voulait des ressources que le parti soit voulait pas lui donner ou n'avait pas les moyens de lui donner. Puis, elle a démissionné après 5 ou 6 mois. Quand même spécial, ça. Puis ça a créé toute une affaire parce qu'elle est sortie publiquement pour vraiment dénoncer certaines choses qui sont passées dans le parti, surtout avec Gabriel Nadeau-Dubois. Puis là, Catherine Dorion qui ressort en surface avec ce qu'elle avait fait. Elle avait un livre. Puis là, il y a toute une affaire qui se passe. Il y a des militants qui sortent publiquement. Il y a d'autres militants qui sortent pour défendre Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois qui revient pour dire, il faut qu'on pense à la restructuration de notre parti. Comment c'est fait? Il faut qu'on soit un parti du gouvernement. Puis avec la structure actuelle, peut-être ça marche pas. Il faut revoir ça. Puis là, tout le monde est parti là-dessus. Et finalement, on s'attendait tous à ce conseil général-là, au conseil national, pour voir qu'est-ce qui allait arriver. C'était la grande chose. Finalement, tout le monde s'attendait un peu au chaos, que ces membres-là qui étaient tellement sortis publiquement contre Gabriel Nadeau-Dubois, les Catherine Dorion de ce monde-là, mais ils n'étaient même pas là. Et d'après ce que moi j'ai entendu, puis ce que j'ai lu, puis un tout petit peu que j'ai suivi, c'était un conseil national normal. Il y avait des membres qui étaient là. C'est sûr qu'ils ont débattu de certaines idées, qu'on va en parler, mais tout ce brouhaha, tout ce chaos-là auquel on s'attendait, on n'a rien vu. Ben oui, mais écoute, effectivement, et je te dirais que c'est vrai que pour QS, ce congrès était quand même important parce que dans un contexte particulier, écoute, moi, évidemment, je n'ai pas d'informations privilégiées sur ce qui se passe à l'intérieur de Québec solidaire, mais chose est certaine, c'est que, bon, tu as une co-porte-parole qui a démissionné après 6 mois, même pas, qui a quand même s'est exprimée sur la chose. Là. Elle avait laissé je sais pas moi, une trentaine de pages là, de remarques et autres. Écoute, je vais éviter d'aller dans le jugement de valeur avec juste ce que j'ai vu à travers les médias, mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que je suis pas très surpris du clash qu'il y a à l'intérieur de Québec solidaire. Québec solidaire, à la base, c'est un parti de militantisme. Je ne veux pas dire de militants, mais de militantisme et militantisme au pluriel. Donc, différentes formes de militantisme. Et c'est sûr que c'est un parti qui essaye de... Je fais une image, là, défendre la veuve et l'orphelin. Puis évidemment, on ne peut pas être contre la vertu. Hein. Les veuves et les orphelins, tout le monde veut les défendre, quel que soit le parti politique. Mais tu sais, eux autres, ils ont toujours voulu chercher à en faire une sorte de brand, de marque de commerce, pour pouvoir faire avancer certaines de leurs idées. Et certaines de leurs idées ont abouti. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes qui ont été faites, notamment par Madame David, etc. Puis tu sais, je veux dire, regarde, on peut être d'accord ou pas avec Québec solidaire. On peut être à l'autre bout du spectre politique par rapport à Québec solidaire. Tout le monde essaye de faire de son mieux, et eux compris. Maintenant, ce qui est plus compliqué pour Québec solidaire, c'est qu'il y a une frange qui, oui, on peut le dire, et je pense pas que c'est une insulte de le dire, mais c'est juste un constat, et je pense que même de l'intérieur, j'ai déjà entendu ça, de l'intérieur de Québec solidaire, oui, il y a une frange qui est radicale, voire très radicale. Ouais. Et ce côté-là, radical-là, ça, c'est du monde qui, pour eux, prétendre gouverner, c'est vendre son âme au diable. C'est-à-dire que quand tu gouvernes, dans le fond, tu deviens un diable. Ouais. Mais quand tu es dans l'opposition, là, tu as le cœur pur. Et donc, pour eux autres, un Québec solidaire qui, puis là, je vais réutiliser le mot qu'on voit dans les médias, mais un Québec solidaire plus pragmatique, un Québec solidaire qui est peut-être prêt à tourner quelques coins ronds, pas vendre son âme au diable, mais à tourner des coins ronds pour potentiellement s'emparer du pouvoir et mettre en place leur programme politique. Pour eux, ça,
ça marche pas. C'est que tu es plus solidaire rendu là. Puis je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est ça qu'il essaye de faire. Puis honnêtement, là, depuis la petite crise à Québec solidaire, j'ai réécouté notre podcast avec Gabriel Nadeau-Dubois en entier. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que là, j'ai compris certains aspects puis certains messages qui, à mon sens, il les envoyait aussi à ses militants. T'sais? Et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui croit au fait que Québec solidaire pourrait un jour former le gouvernement et mettre en place une plateforme politique, un programme politique qui soit de cette gauche-là. Mais il sait qu'il n'y arrivera pas sans la frange plus radicale de son parti, qu'il doit ménager d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord avec toi. Moi, tout ce qui s'est produit chez Québec solidaire, évidemment, c'est dommage de voir ces choses-là arriver, ces petites crises-là, puis les conflits dans des partis. Mais je suis d'accord avec la façon que lui, il agit. Je n'ai jamais cru que Québec solidaire peut se rendre au gouvernement. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. On a vu tellement de surprises en politique, mais je ne le crois pas personnellement. Mais ça n'empêche pas les chefs de ce parti-là, les militants, de toujours s'essayer. Puis c'est bon. C'est bon d'avoir ce parti-là au Parlement. Mais pour ce faire, tu peux pas le faire avec deux co-porte-parole. Puis tu sais, c'est qui est en charge du parti, puis qui prend les décisions, puis comment ça fonctionne, toute cette affaire-là. Ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Donc, tu peux pas avoir deux têtes pour un parti qui souhaite gouverner. Ça n'arrivera pas jamais. Il va y avoir toujours des conflits. Et je suis d'accord avec toi. Il doit un peu se séparer de cette idéologie-là qui garde le parti un peu en arrière, qui évite le parti à progresser et à avancer. Si ça avance ou si jamais ils pourront se rendre au pouvoir, c'est un point d'interrogation. On ne le sait pas. Mais comme je dis, le but pour eux, c'est de toujours persévérer et de peut-être un jour s'y rendre. Mais pour ce faire, le parti doit changer fondamentalement. Ben, c'est sûr que je pense que même Gabriel Nadeau-Dubois ne voudrait pas que son parti change fondamentalement. Mais il voudrait... Mais on ne parle pas de changer fondamentalement ses idées ou ses... Ah non, dans l'approche. C'est-à-dire de cesser de vouloir être un parti juste d'opposition qui essaye juste de trouver des failles à tout ce que le gouvernement et le pouvoir fait, même quand c'est bien, et plutôt aspirer à gouverner pour mettre en place le programme que eux pensent être le meilleur pour le Québec. Je suis bien d'accord. Puis avec ça, je suis d'accord avec toi. Gabriel Nadeau-Dubois a raison. Là, mais George, je vais attirer ton attention sur une chose. Puis je ne sais pas s'il y a du monde de Québec solidaire qui vont nous écouter. J'espère. Je sais qu'il y en a certains, en tout cas, qui sont abonnés à notre podcast. Mais moi, j'ai envie juste de leur dire une affaire. Revenez un petit peu dans l'histoire et jetez un œil sur ce qui s'est passé en Ontario lorsque le NPD, puis on peut dire Québec solidaire et le NPD, là, c'est des frères siamois, là. Le NPD en Ontario, je parle du NPD provincial, a gagné le pouvoir et a fait de Bob Rae, l'actuel ambassadeur du Canada aux Nations Unies, a fait de Bob Rae le premier ministre de l'Ontario. Moi, j'ai envie de leur dire aussi d'aller lire le livre de Bob Rae. Malheureusement, je n'ai pas le titre en tête. J'ai le livre à la maison, dédicacé d'ailleurs par Bob Rae. Et écoute, il faut lire ce livre-là. Ils devraient le lire, les militants de Québec solidaire, puis même les gens du caucus de Québec solidaire devraient le lire, pour comprendre comment c'est très difficile de partir de la grève. Je pense que le titre, c'était quelque chose comme « From Strike to Power » ou un truc du genre, là, de la grève au pouvoir. Là, et puis il s'est rendu compte que, dans le fond, il n'avait pas été en mesure de mettre en place quoi que ce soit comme réforme majeure. Et puis a perdu les élections d'ensuite contre, je pense, le conservateur, je crois, Mike Harris, si ma mémoire est bonne. Là, je ne connais pas toute l'histoire de l'Ontario. Déjà assez de connaître celle du Québec. Mais c'est à ce moment-là que Bob Rae s'est dit, OK, mais dans le fond, c'est que j'ai beau avoir mon cœur à gauche, puis j'ai beau avoir mon cœur dans ces luttes-là,
La réalité, c'est que si on veut changer les choses, il faut être plus pragmatique. Puis c'est le moment où Bob Rae a décidé qu'il ne serait plus NPD puis qu'il est devenu un libéral. Ouais. Alors, tu vas me dire, il n'est pas passé aux mains des conservateurs qui auraient été peut-être l'autre spectre, mais en tout cas, minimalement un libéral. Puis, le Parti libéral du Canada, on le sait, là, c'est un parti qui a régné le plus longtemps depuis 1867. Là. L'important, autant pour les chefs de ce parti-là que leurs membres, c'est de savoir que pour gouverner, ça prend des concessions. Tu ne peux pas rentrer là et dire que nous, on va faire 100% de ce qu'on a dit parce que tu ne gouvernes pas seul. Non. Tu n'es jamais seul. Même M. Legault, qui a, comme tu as dit, un super gouvernement, là, une super majorité, il ne peut pas faire ça seul. Il y a des autres partis, puis il doit, comme chef du gouvernement, comme le premier ministre de tous les Québécois, prendre en considération les propositions qui viennent de l'autre bord parce que c'est eux aussi des représentants de citoyens québécois. Donc, il y a cette obligation-là envers tous ces gens-là. C'est sûr que, tu sais, il n'ira pas à l'autre extrême. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, mais ça prend des concessions. Puis on a vu, d'ailleurs, M. Legault, il en a fait plein depuis le début, depuis 2018. Ce bout-là, je ne suis pas trop sûr si Québec solidaire et les membres comprennent ça. Non, c'est sûr. Enfin, quand je dis c'est sûr, il y a une partie qui le comprennent, puis c'est ceux qui sont derrière Gabriel Nadeau-Dubois, puis il y a ceux qui ne le comprennent pas. Mais il y a un autre élément qui est, je pense, très important à mentionner dans cette optique-là. C'est un élément de politique 101, là, donc vraiment de base. Là. Mais les partis politiques, qu'on le veuille ou non, et c'est la raison pour laquelle ils ont des leaders, des chefs de parti, c'est que la personne qui te représente compte pour beaucoup auprès de l'électorat. Puis sérieusement, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, je sais que ça va déplaire à beaucoup de solidaires, mais c'est comme ça, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est très largement la meilleure personne pour diriger Québec solidaire. Ouais, donc, moi, je te le dis, là, s'il était sorti affaibli de leur conseil général, là, ou je ne sais pas comment il l'appelle, conseil national à Saguenay, là, puis qu'admettons, il avait décidé de démissionner de son poste de coporte-parole ou carrément de sortir de la politique, je peux te dire que Québec solidaire passe... il y aurait une crise beaucoup plus grande. Là. Mais bien sûr, il passerait de 12 députés à genre 3 et encore, c'est pas sûr. Là, je sais qu'il y en a certains qui vont dire, ouais, on va peut-être recevoir des messages. Ouais, mais qu'est-ce que tu sais à Québec solidaire? Non, effectivement, je ne sais pas grand-chose de Québec solidaire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois a donné une stature à Québec solidaire que Québec solidaire n'avait pas nécessairement. Et ça, malgré son jeune âge, et ça, malgré le fait que ceux et celles qui l'ont précédé dans ce rôle-là, que ce soit Amir Kadir, Françoise David ou Manon Massé, ils avaient de belles personnalités aussi, là, puis qui ont fait des choses intéressantes, puis ils ont fait avancer ce parti-là. Mais je pense qu'il n'y a jamais personne qui a donné autant de crédibilité à ce parti-là que Gabriel Nadeau-Dubois. Puis regarde, je le dis, venant d'un libéral qui était au gouvernement libéral au moment de la crise étudiante et qui ne pouvait pas voir Gabriel Nadeau-Dubois en peinture à l'époque. Là, Mais je le dis, il faut être honnête. Là, c'est ça la vérité. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis juste pour terminer avec Québec solidaire, tu parlais d'immigration tantôt. Il en a profité, lui, pour attaquer le Parti québécois. Pour une fois, on a entendu le concept de souveraineté, parce que ça fait des mois maintenant qu'on le dit. Mais Québec solidaire, là, c'est quoi leur position? Pourquoi on évite de parler de souveraineté alors que c'est un parti souverainiste? Et je peux dire une chose, Salim, je ne l'ai toujours pas compris. T'sais, il a attaqué Paul Saint-Pierre Plamondon et en général le PQ pour une vision souverainiste basée sur la peur de l'immigration. Ça, c'était les grandes lignes qui ont sorti. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, parfait, je comprends que tu l'attaques, c'est la game politique, mais de ton côté, Québec solidaire, qu'est-ce que tu proposes en termes de souveraineté? Puis je reviens aux épisodes, on a eu Gabriel Nadeau-Dubois, on a eu Ruba Gazal, puis on leur a posé la question, c'est pourquoi vous ne parlez pas de souveraineté? Vous êtes un parti souverainiste. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez peur de le mentionner? Qu'est-ce qui arrive? Je t'avoue, Salim, que pour les deux,
j'ai eu de la misère à comprendre. Je sais pas s'il y a une réponse claire ou je sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris, mais je sais pas. Moi, je pense que tu es resté sur ta faim parce que habituellement, c'est vrai que quand on entend parler un souverainiste, généralement, c'est quelque chose qu'il met de l'avant tout le temps et assez clairement. Et donc, forcément, quand tu rencontres un souverainiste à la sauce solidaire, étant donné qu'il n'est pas aussi vindicatif, on peut se poser la question, y es-tu vraiment souverainiste? Moi, la réponse, c'est que je suis convaincu qu'à Québec solidaire, ils sont souverainistes. Absolument convaincu de ça. Maintenant, c'est peut-être pas la caricature du souverainiste dont on se fait. Tu sais, je dois te dire, regarde, ni toi ni moi sommes même pas proches d'être des souverainistes, on s'entend. Ouais. Ça n'empêche pas qu'on aime le Québec très, très, très fort, mais on n'est pas souverainiste pour autant. Mais moi, je te dis une affaire, c'est que Québec solidaire, quand ils te disent qu'eux autres, ils veulent faire la souveraineté avec les jeunes, avec les immigrants... C'est pas si convaincant. Ah non, mais c'est peut-être pas si convaincant, ouais. Mais au moins en théorie, c'est pas du clientélisme. Ça veut dire, c'est pas, OK, on va essayer d'aller chercher le 50% plus 1 nécessaire pour gagner un référendum auprès d'une seule strate de la population. Mais je pense pas que le PQ fait ça non plus. Parce que, tu sais, récemment, on a vu une publicité en anglais de Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait la promotion de la souveraineté. Donc, lui, dans le fond, il a un plan. Ils ont annoncé leur budget de l'an 1. Là, il y a un autre document qui va sortir bientôt, là. Donc, eux autres, ils disent, regarde, nous, voici les faits. Donc, qu'on soit d'accord ou non, ils ont dit, voici les faits, voici les chiffres, et voici ce qu'on peut faire étant indépendant. Et ils martèlent ces arguments-là. Donc, il y a un plan, il y a une stratégie. Ils disent que ça fait du sens. 1 + 1 = 2, selon ce qu'on voit. Puis, ça prend la souveraineté pour arriver à la fin. Québec solidaire, je sais pas, tu sais, c'est les jeunes, il faut que ça soit un projet inclusif. Mais ça veut pas dire que le PQ, c'est pas inclusif. Eux autres, ils présentent les chiffres, ils disent, on perd tant d'argent, on peut en sauver tant d'argent, qu'on soit d'accord ou non, là. On pourra avoir plein de conversations là-dessus. Mais je pense pas que c'est du clientélisme. Ils présentent les faits, il y a une conviction profonde de Paul Saint-Pierre Plamondon qui passe chez les gens, et d'ailleurs, ça explique pourquoi ils montent dans les sondages. Pas la souveraineté, par exemple. De quoi tu parles? Pas la souveraineté, par exemple, qui monte dans les sondages. Non, exact. Mais c'est un style de leadership que les gens, ils disent, il y a quelque chose là-bas. On le voit pas, ça, chez Québec solidaire. Alors, tu sais, je suis pas l'avocat de Québec solidaire, loin de là. De toute façon, je serais un très mauvais avocat pour Québec solidaire. Mais, tu sais, moi, je te dis juste que c'est un peu l'esprit du message qu'a envoyé Nadeau-Dubois, puis c'est correct, c'est comme ça, c'est de bonne guerre, c'est de la politique. Ouais. C'est pas comme si les autres partis politiques ne cassaient pas du sucre sur le dos de Québec solidaire. Sur Paul Saint-Pierre Plamondon puis le Parti québécois, là, je veux pas faire de procès d'intention à quiconque. Il reste qu'à un moment donné, au-delà de la gentilhommerie, puis on a reçu Paul Saint-Pierre Plamondon, puis c'était super agréable de le recevoir. Puis moi, j'ai adoré l'échange qu'on a eu avec lui. Évidemment, je ne suis pas d'accord sur bien des affaires, mais tu sais, effectivement, c'est quelqu'un qui a une bonne façon de faire de la politique, en tout cas de ce qu'on en voit, etc. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Mais il reste que concrètement, au Parti québécois, tu sais, on ne peut pas dire qu'ils envoient des signaux qui soient très positifs à l'égard des immigrants et des communautés culturelles. Donc, regarde, en même temps, on va se le dire, là, la politique, c'est pas juste pour les minorités ethnoculturelles. Ouais. C'est nous, les Québécois, d'une manière générale, les près de 9 millions de Québécois, là, on s'entend. Mais je te dirais que si tu as plus de diversité à Québec solidaire, si tu as plus d'immigrants qui votent Québec solidaire, tout en sachant d'ailleurs qu'ils sont souverainistes, qu'il y en a au Parti québécois, il y a aussi une raison. C'est pas juste qu'ils se sont égarés, là. Ouais. Il y a une raison. C'est parce que les signaux envoyés par le PQ sont à leur égard plutôt négatifs.
Et ceux de Québec solidaire, au-delà de la souveraineté, leur semblent plutôt positifs. Mais alors, écoute, je suis sûr que si nos amis au PQ, puis je sais que toi et moi, on en avons plusieurs, pourraient dire, ouais, mais Salim, c'est ça le clientélisme. En fait, c'est Québec solidaire qui fait ça. Parce que c'est eux qui essayent de chercher ailleurs, etc. Ben oui, ça aussi, c'est une forme de clientélisme. Ben oui, c'est une forme de populisme. Puis je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Ce que je suis en train de te dire, c'est que au Parti québécois, c'est le bloc monolithique. Et puis, si vous voulez nous suivre, suivez-nous. Et si vous ne voulez pas nous suivre, ben, on va faire nos affaires de notre côté. On n'essaiera pas de vous convaincre. Alors que Québec solidaire, eux autres, ils disent non, on veut vous convaincre. Puis c'est ça la différence que je relève, moi. Je trouve ça quand même intéressant que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une stratégie une publicité en fond en anglais là, de toute la vision de la souveraineté. C'est nouveau, ça. C'est quand même nouveau. Je ne sais pas si à l'époque de René Lévesque, ça se faisait plutôt en anglais. J'étais trop jeune, évidemment. Je n'étais même pas né. Mais 95... ça, je peux te le confirmer, ça n'existait pas. Donc, lui, ou si ça existait, c'était très minime. Là, donc, lui, l'approche qu'il a envers les médias anglophones, pour moi, c'est une porte qu'il essaie d'ouvrir, peut-être convaincre les gens que, OK, je comprends que à date, vous pensiez que c'est français versus anglais ou québécois versus immigrants, whatever. Nous, le but, c'est de vous convaincre basé sur les chiffres. On peut être mieux collectivement et c'est l'effort qu'il met de l'avant. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ben écoute, moi je trouve que c'est très habile de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon et du PQ. C'est une très En passant, il parle un excellent anglais. Moi, j'ai pas de doute. Mais j'ai pas de doute. Oublie pas qu'il est allé à McGill. Hein. Ouais, c'est la même université sur qui il a classé du doigt, là. Mais du sucre sur le dos. Non, mais il est allé à McGill. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, etc. Et il y a personne qui doute des qualités intrinsèques de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, ensuite, ça devient de la politique. Là. On est-tu d'accord, oui ou non, avec lui? Puis ça, c'est une autre affaire. Mais écoute, moi, je trouve que c'est très habile de sa part. C'est très habile parce que en plus de ça montre une certaine maturité à ce niveau-là. Parce que, tu sais, après tout, là, demain s'il y a un référendum gagnant, là, il y en aura des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont des anglophones ici au Québec, soit des anglophones historiques ou des gens qui sont issus de communautés culturelles qui se sont greffés à un moment ou à un autre dans notre histoire à la communauté anglophone. Évidemment, un Québec, même indépendant, va vouloir conserver ces Québécois-là, ne veut pas les perdre. Donc, quelque part, c'est intelligent. Mais tu sais quoi, je ne pourrais pas non plus parler des époques précédentes. Je sais juste, par exemple, qu'une personne comme Jacques Parizeau, par exemple, s'exprimer de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, plutôt bien en anglais, même qu'il y avait une entrevue où il disait qu'il allait botter les fesses aux jeunes qui lui diraient qu'il ne fallait pas qu'ils parlent anglais, parce que pour lui, c'était important que les jeunes puissent parler anglais, et donc c'est quand même une bonne chose. Et puis, il paraît même que Parizeau avait même un petit accent britannique quand il parlait anglais, parce que si ma mémoire est bonne, je pense qu'il avait étudié à la London School of Economics ou à Oxford ou un truc du genre, là, au Cambridge, je sais pas. Tu vas me faire retourner en arrière, on va chercher des on va les chercher. Je sais pas, je l'ai jamais entendu parler en anglais. Peut-être que c'est une légende urbaine ce que je viens de dire, mais je l'ai entendu plusieurs fois là. Donc je suis sûr qu'on pourrait trouver quelque chose là-dessus. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'est très habile de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis il faut pas oublier que pour beaucoup de jeunes Québécois souverainistes, l'anglais, c'est pas nécessairement une langue à laquelle ils s'identifient, mais ils sont bien conscients que dans un contexte nord-américain, de parler l'anglais est important, et dans un contexte mondial et mondialisé, c'est aussi important. Ouais, donc, on ne peut pas le négliger. On ne peut pas le négliger. Donc, et puis moi, je trouve que ça fait chef de parti que de vouloir s'adresser à tout le monde, y compris aux Québécois d'expression anglaise. Et donc, pour ça, bravo à Paul Saint-Pierre Plamondon. Exact.
On va aller maintenant au Parti libéral du Québec. Toi, tu étais là personnellement comme membre et militant. Une autre rencontre quand même importante. Les gens, on a eu tellement d'épisodes où on parlait du fait que le parti était un peu perdu. Il avait perdu sa boussole. Les membres, il n'y avait pas trop d'intérêt. Il avait quitté un peu le parti ou au moins il restait un peu éloigné pour voir comment les choses allaient évoluer dans le parti. D'après ce que moi j'ai compris et ce que j'ai entendu de plusieurs amis qu'on a au parti, c'était une rencontre un peu plus différente que celle qu'on avait l'habitude de voir dernièrement, un peu plus similaire à ce qu'on voyait à l'époque avec Jean Charest ou Philippe Couillard, où il y avait un certain enthousiasme dans la salle, où il y avait les gens qui étaient excités de voir un peu la façon que les choses fonctionnent. Et je sais pas, comment ça a été? Écoute, d'abord, oui, j'étais là. Puis donc, les personnes qui nous écoutent vont comprendre bien sûr que mon point de vue est peut-être un peu biaisé, mais je vais faire un effort d'objectivité et simplement dire comment je l'ai ressenti puis je l'ai vu. Honnêtement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu autant de libéraux avec le sourire. Très heureux d'être là, très heureux de se revoir, de reconnecter entre eux. Puis, tu pourrais me dire, mais Salim, c'est pas comme si les sondages étaient superbes. Oui, il y a une petite très légère et très minime embellie, mais c'est le même genre d'embellie que genre qui pourrait rebaisser par la suite encore. Là, c'est pas... mais alors, comment ça qu'ils sont dans un bon état d'esprit? Puis tantôt, j'étais justement en train de te dire concernant les autres partis que la manière dont un conseil général se passe, ça reflète l'état d'esprit des troupes. Moi, je pense que les gens ont juste un peu plus d'espoir. Un peu plus d'espoir parce que je pense qu'ils ont vu un caucus de députés qui était bien plus organisé, qui a livré pas mal de bons coups dans la dernière année, alors que sachant que la première année était un peu plus compliquée. Puis on dirait qu'ils ont appris, puis c'est sûr que sur les 19 députés, il y en a environ 10, là, c'est-à-dire plus de la moitié qui étaient à leur premier mandat. Donc, il y avait de l'apprentissage là-dedans à faire, etc. Donc, ça a mis un peu de temps, mais les gens ont vu de bonnes interventions, ont vu de bonnes positions, plus de cohérence, plus d'alchimie dans l'équipe. Ils voyaient ça. Donc, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ensuite, on ne va pas se le cacher, il y a comme un parfum de course à la direction qui fait en sorte aussi que les gens se disent, avec un chef dans un an, on va être en mesure de construire sur du plus concret encore en vue des élections de 2026. Et c'est pas juste ça, c'est que cette fois-ci, il y a un véritable intérêt. Il y a pas mal de noms qui circulent aussi. Donc les gens, c'est pas comme... il va y avoir une course. Ouais, exact. Il va y avoir une course. Parce que la dernière fois, ça a été le couronnement de Dominique Anglade avec le faux départ d'André Fortin et... l'arrivée d'Alexandre Cusson qui a finalement dû renoncer à la course et ça a été le couronnement de Dominique Anglade, un couronnement qui lui a fait mal et qui a bien sûr fait mal au parti par ricochet puisque c'est sûr qu'il y avait probablement du monde qui devait lui reprocher un peu un manque de légitimité, légitimité pas au sens juridique du terme, mais légitimité au sens politique du terme. Mais elle était là ce week-end-là, accompagnée d'ailleurs avec les autres chefs. Oui, elle était là, elle avait toujours son beau sourire et sa bonne humeur, donc c'était le fun de voir ça. Puis elle était avec les autres chefs parce qu'effectivement, les chefs du Parti libéral du Québec, les anciens chefs se sont réunis autour de Marc Tanguay, le chef par intérim, pour rendre hommage à Philippe Couillard.
Alors, c'était les 10 ans de Philippe Couillard, hein, raison pour laquelle on a eu son conseiller Charles Robert il y a quelques semaines sur notre podcast, et les 10 ans de l'élection de Philippe Couillard. Et donc, c'était le moment pour le parti de lui faire un petit clin d'œil et de le remercier pour tout ce qu'il a fait, à la fois pour le parti, bien sûr, et pour la population du Québec et pour le Québec en général. Là, donc, je te dirais que les libéraux avaient quand même le sourire. Donc, oui, la conjoncture, oui, ils voient que dans les sondages, ça bouge, même si ce n'est pas nécessairement en leur faveur, mais ils ont compris peut-être que l'électorat est en train de se magasiner une alternative et puis ils veulent incarner cette alternative. Ils sont conscients que cette alternative-là, ils ne peuvent l'incarner que s'ils ont un chef dont ils vont se prévaloir, ou comment on dit, là, en tout cas, qu'ils vont désigner l'année prochaine, au mois de juin. Puis oui, il va y avoir une course. Puis il va y avoir une course avec vraisemblablement de très, 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 très bons candidats. Là. Donc on en a déjà parlé sur ce podcast-là. Des Carl Blackburn de ce monde, on ne sait pas s'ils vont se lancer, mais en tout cas, le nom circule. J'ai entendu ce nom-là sur place. Évidemment, Charles Milliard, un autre chic type qui vient du monde des affaires. Il y a Frédéric Beauchemin, qui est le seul du caucus qui, selon toute vraisemblance, a un intérêt. Il y a Denis Coderre qui était en train de finir son chemin de Compostelle en selfie. Donc, c'est ça. Puis, il y a un nouveau nom qui est sorti aussi. Et il y a un nouveau nom. Et ce nouveau nom, je dois avouer tout candidement que c'est mon préféré. Mon préféré, ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. Mais lui, c'est mon préféré. Et j'ai toutes les bonnes raisons du monde de croire que c'est une très bonne candidature. Qui est Antoine Tardy, le maire de Victoriaville. Exact. Ça a fait jaser pas mal durant le week-end sur sa candidature. Évidemment, c'est les lignes politiques standards qu'on connaît. Lui, il est sorti dire que pour l'instant, sa responsabilité, c'est son engagement envers la ville de Victoriaville. Puis, il a remercié les gens d'avoir pensé à lui et d'avoir suggéré sa candidature. C'est standard. Reste à voir ce qui va se produire. Moi, je pense que c'est dans son intérêt de se lancer. C'est un jeune, je comprends ça. Puis, je reviens à ce que je disais tantôt. Je pense qu'il va y avoir une belle course. Et quand il y a une belle course comme ça, s'il y a 2, 3, peut-être même 4 candidats, c'est le membership, c'est l'intérêt, c'est les idées, c'est les échanges, c'est le dialogue. Et ça va faire bouger les choses. Puis non seulement ça, ça va garder le Parti libéral du Québec dans les médias, dans l'actualité. Qu'est-ce que dit un ou l'autre, les échanges. Puis, je pense que c'est très sain pour le parti. Je veux juste parler une chose qui est sortie dans les médias de ce week-end-là. C'est Marc Tanguay qui a dit que dans un éventuel premier mandat d'un parti libéral du Québec au gouvernement, évidemment, le but premier serait de passer une loi pour le déficit zéro. Mais ça existe déjà une loi, mais ça serait la première responsabilité de rétablir les finances publiques. Et il a été beaucoup critiqué parce qu'on dit, coudonc, ça c'est pas un chef de parti qui doit se positionner là-dessus et non un chef par intérim. Qu'est-ce qu'il fait? Puis, il y a beaucoup de personnes qui ont commenté là-dessus. Et moi, je dois t'avouer que je suis pas 100% contre cette position-là. Parce que, puis on l'a vu depuis Dominique Anglade où on attendait que le chef prenne le contrôle puis établisse un peu la direction. Et moi, je pense plutôt que ça prend un parti avec sa position, avec son idéologie, qui doit être dirigé par un chef ou une chef avec une conviction. Donc, le fait que le parti s'établisse comme nous, là, comme parti, les finances publiques, c'est important, c'est crucial. Donc, ça, en anglais, it sets the table. Donc, si tu es intéressé à rentrer et faire la course pour le leadership, nous, on veut ça. Donc, si tu n'es pas intéressé pour les finances publiques, c'est peut-être on sera pas, on sera pas, ça sera pas un bon fit. Donc moi, je suis pas tellement contre cette idée-là que le chef par intérim sorte pour dire
nous, c'est ça qu'on veut faire. Je sais pas comment toi tu le vois. Écoute, moi, je pense que être chef par intérim, c'est pas juste être une sorte de fantôme le temps qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Être chef par intérim, c'est toute une responsabilité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui se poursuit. Parce qu'un parti politique, c'est forcément une organisation qui prend des positions. Et si tu dis à un parti politique, ben là, tu ne prendras pas de position pendant 3 ans parce que tu as un intérimaire, tu ne vas pas très loin. Ouais. Donc, dans le fond, moi, je crois que Marc Tanguay a fait quelque chose qu'il est en droit de faire, et surtout que ça s'inscrit un peu dans, ils l'ont dit, c'est pas moi qui le dis, mais que ça s'inscrit dans l'ADN de ce parti-là. Ce parti-là a toujours été, responsable d'un point de vue des finances publiques et de la fiscalité. Là, on dit conservateur dans le jargon politique. Donc, Philippe Couillard a assaini les finances publiques. Jean Charest avait déjà commencé le travail avant de quitter la politique québécoise. Puis, c'était aussi une approche que tu pouvais retrouver qui était importante aussi pour des premiers ministres comme Robert Bourassa. Donc, je pense, tu sais, Marc Tanguay ne se trompe pas sur cette question. Là où ça aurait été plus difficile pour un chef par intérim de se prononcer sur un sujet avant même qu'il y ait un autre chef, ce qui aurait rendu les choses compliquées pour le potentiel chef subséquent, c'est lorsque ça ne va pas nécessairement dans le sens des politiques habituelles ou de la philosophie habituelle du parti. Ouais. Donc c'est là que ça aurait été plus... Parce que là dans le fond, là, c'est tu rends pas service à ton parti parce que le chef qui va arriver, c'est peut-être pas la position qu'il veut, puis il va falloir remettre la pâte à dents dans le tube, et là, ça marche pas. Mais non, moi je trouve que c'était correct qu'il le fasse. Puis moi au contraire, un chef par intérim qui s'affirme, c'est une bonne chose. Je sais pas si tu te souviens là, mais voyons, Jean-Marc Fournier avait été chef par intérim de ce parti-là à une certaine époque, et c'était pas un chef passif. Alors oui, il savait que c'était un intérim qui allait se terminer, mais il n'était pas passif. Et s'il avait besoin de mettre le pied à terre, ben, il le mettait. S'il avait besoin de prendre une orientation en tant que chef par intérim, il le faisait. Mais il s'est arrangé aussi pour que son successeur, qui n'était pas connu à l'époque, ça a fini par devenir Philippe Couillard, mais son successeur, peu importe qui ça allait être, que ce soit Couillard, Moreau ou Bachand, ne se retrouve pas dans une situation compliquée. Ouais. On peut parler quand même longtemps. On va mettre un point. Le but, c'était de revenir un peu en arrière sur toute l'action qui s'est déroulée la fin de semaine dernière. Allez nous suivre sur notre page YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Allez nous trouver sur les plateformes audio. Laissez-nous des commentaires. Faites un rate si vous voulez. Il y a des étoiles que vous pouvez sélectionner si vous aimez l'épisode. Revenez nous voir la semaine prochaine. On a un tout nouvel épisode. On essaie d'avoir quelques invités. Sinon, ce sera un autre solo entre moi et Salim, et on a un invité qui va venir juste avant que Salim quitte pour un tout petit peu en vacances vers l'été. Donc, on va prendre une petite pause et on va revenir évidemment en pleine forme par la suite. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se voit la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Au plaisir, bye bye. Ciao.